Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Erwan Fleischer. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir demandé mon point de vue de chirurgien. J'ai changé un tout petit peu le titre parce que je pense qu'on va aller petit à petit vers les plaquettes et on va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. Donc, moi, je vais donner un point de vue assez général sur la gestion du saignement, en tout cas mon point de vue au bloc opératoire. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie. Bon, alors d'abord, première question, bon, on opère, donc les malades ils vont saigner. Bon. Est-ce que c'est vraiment si important que ça, qu'un malade en chirurgie cardiaque qui saigne un peu, beaucoup, passionnément, est-ce que vraiment ça change la donne? Est-ce que vraiment c'est un problème finalement? À part le reprendre, bon. Donc oui, c'est un problème. C'est un problème, je vais vous le montrer en quelques diapositives. Donc ça c'est un papier de JTCS de 2017 avec quand même plusieurs milliers de malades. Hein. Il y a plus de 15 000 malades, donc c'est la chirurgie cardiaque adulte. Et vous voyez qu'il y a quand même dans cette énorme cohorte une augmentation de la mortalité de 3,5 fois pour les malades qui ont été réopérés pour saignement. Uniquement pour saignement, hein. Ce n'est pas les reprises pour médiastinite, etc. Mais la reprise pour saignement est vraiment un facteur de risque. Et en plus, non seulement, je ne voulais pas entourer, mais non seulement ça multiplie par 3 la mortalité, mais aussi ça allonge, vous le voyez un petit peu en dessous, il y a les petits P là, ça allonge le temps de séjour en réanimation, ça allonge le temps de séjour, donc ça aussi c'est grévé d'une morbidité. Deuxième papier que j'ai trouvé en faisant la biblio pour cette intervention, je l'ai mise parce que c'est les Nantais, c'est Thomas Senage qui est parti faire sa mobilité en Angleterre et qui récemment donc, a rapporté cette série qu'en fonction du saignement des 24 premières heures, la survie n'est pas la même. Hein. Vous voyez qu'ici, donc, les malades qui ont le plus saigné n'ont pas la même survie, et ce, de façon indépendante des transfusions sanguines. Donc c'est un impact qui n'est pas lié à la transfusion, mais qui est vraiment lié au saignement et à la reprise pour hémostase. Et alors là, je l'ai mis, ça n'a rien à voir, mais voilà, il y a je ne sais plus combien de milliers de malades, et il n'y a que 1,5%, c'est pour des coronariens. Seulement 1,5%, vous voyez, c'est 2021, 1,5% sur plusieurs milliers de coronariens avaient du double mammaire en Grande-Bretagne. Troisième papier que j'ai trouvé, cette fois-ci, c'est une méta-analyse. 8 papiers de méta-analyse récente de l'interactive, 8 papiers, alors il n'y en avait qu'une danoise qui ne retrouvait pas de différence entre ceux qui avaient été repris pour hémostase et les autres. Les 7 autres trouvaient une différence, il y a quand même 5 papiers avec score de propension, et non seulement la reprise pour hémostase est délétère, mais, notion que je n'avais pas, la précocité de la reprise est également probablement un facteur à prendre en compte. C'est-à-dire que s'il faut vous réopérer pour saignement, il vaut mieux pas trop attendre, parce qu'en général le choc s'installe, les amines ont été montées, etc. Donc il semblerait que si vous saignez, plus on vous reprend tôt, mieux c'est. Bon, après je me suis dit, bon d'accord, ça saigne, c'est pas bien, il faut les reprendre. Bon, mais ça vient d'où finalement ce saignement? Alors j'ai trouvé un papier assez original, il parle d'une grosse cohorte initiale en tout cas. Et pourquoi j'ai trouvé ça original? C'est parce que finalement, lorsqu'ils regardent d'où venaient les saignements chirurgicaux, le moins souvent c'était vraiment les anastomoses, quoi. Donc finalement ça va saigner beaucoup du sternum, des fils d'acier, du prélèvement des lits mammaires, de l'ouverture, de la fermeture. Mais finalement on a l'impression que les équipes sont très très concentrées sur l'acte chirurgical, tout le monde regarde l'anastomose coronaire, mais finalement c'est rarement ce qui saigne. Voilà, donc ça veut bien dire qu'aussi il faut être extrêmement vigilant, nous en chirurgie à la fermeture, il faut rester concentré en permanence, et notamment le rôle de l'aide, on a 2 opérés normalement, et l'aide doit être actif et vigilant. Les facteurs de risque de saignement, j'ai pas mis la biblio, mais ils sont bien connus, hein, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je les rappelle quand même, puisque l'idée, si on veut avoir le point de vue du chirurgien, c'est quand même de prévenir autant que possible le saignement. Donc c'est sûr qu'opérer un malade qui est sous AVK, sous anticoagulant, qui est sous bi-antigrégation plaquettaire, il est à risque. Si vous opérez un hémophile, il est à risque. Si vous allez faire un tridux ou un quadridux à 2h du matin, en urgence, on est dans une situation à risque. Tout ce qui est chirurgie sous ECMO, sous cœur artificiel, sous ELVAD, voilà, il y a un drapeau orange qui doit s'allumer, et pourquoi pas déjà une discussion qui doit s'engager avec votre anesthésiste réanimateur. Alors si ça saigne au bloc opératoire, qu'est-ce que je peux faire, moi, personnellement, avec mes mains, en tant que chirurgien? Bon, d'abord, donc, on a du matériel un peu spécifique. Hein. Vous nous voyez souvent utiliser des petites attelles de feutre qu'on appelle des pledgets sur des tissus fragiles,
hein, pour pas que ça déchire. On a aussi certaines aiguilles spéciales hein, pour qu'il n'y ait pas de marche entre l'aiguille et le fil, pour essayer de limiter au maximum les traumatismes vasculaires. On a des cols. Alors certains centres, certains chirurgiens sont de grands amateurs de cols. Elles sont toutes au même prix. Hein. Donc les cols chirurgicales, elles sont toutes au même prix. Je répète, les cols chirurgicales, elles sont toutes au même prix. Il n'y a que le packaging qui change. C'est 100 000 € le litre. 100 000 € la brique de lait. Vous ferez le calcul chez vous, vous verrez que je ne dis pas de bêtises. Après, voilà, il faut essayer de ne pas rester trop longtemps en CEC, pas rester trop longtemps en hypothermie, en arrêt circulatoire. Certains centres, et on en a parlé ce matin avec Christophe Beaufreton qui est dans la salle, ont développé des CEC biocompatibles, des ACT un peu plus bas, du rétro-priming. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la gestion des aspirations, etc., pour essayer de limiter cette composante hémorragique. Il ne faut pas hésiter à opérer à deux. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à opérer à deux seniors sur un cas difficile. Souvent, nous aussi, quand on est fatigué, qu'on fait 6-7 heures qu'on est dessus, ça saigne, on ne sait plus très bien d'où ça saigne, faut demander à un copain, il faut demander à un ami de venir, et souvent, il règle le problème en 5-10 minutes. Il est frais, il a un autre point de vue, il n'a pas forcément toute l'intervention sur les épaules. Et puis, il ne faut pas hésiter à prévoir des stratégies d'ouverture, de cannulation, etc., adaptées. Voilà. Donc le maître mot, je dirais anticiper le matériel, ne pas hésiter à demander un deuxième avis en salle. Et puis les gros chantiers, je pense que si on les fait à deux, c'est mieux. Alors il faut être systématique. Là, j'ai trouvé ce papier assez récent. Alors il y en a qui enfoncent peut-être un petit peu des portes ouvertes, mais bon, ils font quand même l'européenne. C'est pas Papworth. Donc eux, ils ont dit, finalement, il faut être systématique avant de fermer. Et donc ils vont aller systématiquement, ils ont fait une checklist. J'ai été voir la coronaire, j'ai été voir la distale, j'ai vu la proximale, j'ai regardé les sites de cannulation, j'ai regardé la triotomie, j'ai regardé les fils d'acier, et on coche. Et avec ça, ils ont diminué de 40% le nombre de reprises. Bon, c'est un petit peu... Voilà, donc on ne ferme pas tant qu'on n'a pas vérifié tout ça. Bon, ça fait une checklist de plus, mais ça peut être une piste. Alors j'étais un petit peu surpris, moi, parce que nous, on était passé à l'HMS il y a quelques années, j'avais eu l'impression que ça marchait très très bien. Et là, j'ai trouvé un papier récent, également encore de nos collègues et amis nantais. Hein. Bon, c'est des séries qui ne sont pas monstrueuses, mais pas de différence significative finalement entre la DOSPO et l'HMS. J'étais un petit peu déçu, des résultats un petit peu contradictoires. Chirurgie, toujours, qu'est-ce que je peux faire? J'ai trouvé ce papier japonais. Ils ont quand même fait aussi GTCS en 2022. Alors eux, avant de fermer, ils mettent des compresses. Bon, 5 minutes, montre en main. Au bout de 5 minutes, ils retirent les compresses et ils les pèsent. Si les compresses font plus de 100 grammes, il ne faut pas fermer. Le risque de reprise est trop important. Et donc, ils remettent des compresses et ils refont 5 minutes. Et ils ferment que lorsque les compresses sont à moins de 100 grammes. Bon. Moi, en fait, ils ferment quand c'est sec, quoi. Autre chose, j'ai trouvé des choses intéressantes dans la biblio. Autre chose, là, je vous ai mis, il y en a plusieurs papiers là-dessus. Là, je vous ai mis une équipe espagnole, des papiers assez récents aussi. Une équipe espagnole et une équipe américaine. Eux, ils reprennent les malades qui saignent, alors précocement, dans les moins de 12 heures, donc ça c'est plutôt bien a priori, mais ils les reprennent en réanimation. Voilà. Pas forcément parce qu'ils sont instables. Ils reprennent les malades en réanimation, ils chantent avec le personnel de réanimation, avec les infirmières de réanimation, et ils disent qu'ils n'ont pas plus de mortalité, pas plus de médiasténite, pas plus de sepsis. Je comprends pas bien pourquoi ils font ça. Ça m'échappe. Mais je dis pas une fois de temps en temps s'il y a un drame, la salle n'est pas prise, on ne peut pas avoir accès au bloc, le malade est moribond. Mais le développer et aller en ce sens... pour en discuter, après dans le débat, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. On avance un petit peu plus, finalement, les plaquettes, et on est régulièrement confrontés, nous, à la chirurgie sous anti-agrégant plaquettaire, et là encore, je sais que certains centres, dont Angers, je crois, opèrent les malades sous bi-antigrégation plaquettaire. Est-ce que c'est toujours un problème? Bon. Alors je vous ai mis deux papiers, ces deux papiers à peu près de même dimension, hein. Il y a 240 malades dans les deux papiers, 120 à peu près dans chaque groupe, deux papiers à peu près récents, des 2-3 dernières années. Celui du bas c'est du rétrospectif, celui du haut c'est du prospectif. Bon, eux ils disent que non, que finalement les suites sont les mêmes et qu'on peut très bien opérer les malades avec Cardégique Plavix, quoi. Et puis 2022, j'en trouve un autre, il y en a plein, j'aurais pu vous en sortir d'autres. L'inverse. Alors celui-là est un petit peu plus branché anesthésie en chirurgie cardiaque,
avec non, là, au contraire, il faut vraiment arrêter 5 à 6 jours avant. Voilà. Donc on manque, je pense, ce sera peut-être aussi le sujet de la discussion, hein, on manque clairement de données. Dans ces papiers, souvent aussi, on ne sait pas très bien comment a été gérée la CEC, donc il manque des données importantes aussi, notamment transfusionnelles, péropératoires. Donc on manque quand même, je pense, de données robustes pour cette situation assez fréquente de patients sous bi-antiagrégants plaquettaires. Parce que finalement, les plaquettes, est-ce que c'est important? Donc on a vu que les saignements, c'était important. Si on rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on s'intéresse maintenant vraiment aux plaquettes, est-ce que c'est important? Donc oui, c'est important. Là, c'est une revue, un papier chinois de 2021 avec quand même presque 5000 malades. Hein. Pas tout à fait, hein, mais presque 5000 malades. Donc c'est des grosses séries, hein, tout de suite, hein, en Chine, des grosses séries pour des coronaires. Bon, très clairement, alors ça jouait pas sur la mortalité. Alors, ce qu'ils appelaient thrombopénie, pardon, je ne l'ai pas dit là, c'était moins de 75 000 plaquettes. Hein. Moins de 75 000 plaquettes. Et alors là, de façon significative, par contre, les patients qui, en post-opératoire, étaient thrombopéniques, avaient des suites plus compliquées. Ils restaient plus longtemps en réa, ils restaient plus longtemps à l'hôpital, ils restaient plus longtemps ventilés. Avec les limites d'une étude rétrospective, on ne sait pas les antiagrégants plaquettaires, ce qu'il en était pour ces malades. On ne sait pas si c'était du off-POF ou du on-pompe. Mais bon, un autre papier, on rentre un peu plus toujours sur les plaquettes, là, sur la thrombocytopénie. Cette fois-ci, on est dans Annals of Cardiac Surgery. Là encore, non seulement être thrombopénique avec le même cut-off, hein, 75 000 plaquettes en post-op, avec le même cut-off, non seulement, donc, c'est noté là, pardon, excusez-moi, voilà. Non seulement vous voyez que la morbidité est à chaque fois significative, et avec un autre ratio, vous voyez qu'on a 5 fois plus d'AVC, mais aussi la mortalité dans ce papier. Donc la mortalité est multipliée par 4 lorsqu'on est thrombopénique en post-op. Avec des chiffres, il y avait 1300 malades inclus. Là encore, avec des limites d'études rétrospectives, les urgences avaient été exclues. Ce n'est pas forcément la vraie vie, hein, il n'y a pas les endocardites infectieuses, mais ça reste quand même, je pense, intéressant. Donc il ne faut pas que les malades saignent, et il ne faut pas qu'ils soient thrombopéniques. C'est pas bon, donc on l'a vu, pour la mortalité, pour la durée de séjour, mais aussi pour le rein. Donc là, cet article dans Anesthésiologie, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, mais là aussi, on voit que être thrombopénique en post-op, ça multiplie par 3 le risque d'acute kidney injury. Donc c'est pas anodin, et c'est encore un autre organe qui peut souffrir de cette thrombopénie. Alors j'ai regardé à Rennes un peu rapidement, sans rentrer dans les détails. Je ne sais pas si j'aurais dû montrer cette diapo parce que je vais me faire abonder par Nicolas et par Alexandre, mais je pensais qu'on allait dans le bon sens. Bon, c'est pas catastrophique les amis, mais on a 4% de reprise pour hémostase. Et j'ai regardé aussi sur les périodes où, finalement, on est toujours aux alentours de 4%, en sachant que là, par contre, c'est reprise hémorragique ou tamponnade, alors que ici, ce n'est que la reprise hémorragique. Donc, on a sûrement encore des progrès à faire, même si on opère des malades beaucoup plus lourds, beaucoup plus sous ECMO, avec des temps de CEC plus longs, avec des procédures associées. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes malades qu'en 1991. Mais voilà, donc il faudra qu'on revoie ça, mais probablement qu'on a encore des marges de progression. Et ça peut être l'intérêt des topos qui vont suivre et de la machine à ICEP. Bon, en tant que chirurgien, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on connaisse tous les drapeaux orange, où voilà, il faut savoir quand on va rentrer dans une zone dangereuse, et il faut qu'on en parle à la fois avec nos penseuses pour qu'elles préparent le matériel, du feutre, la colle, etc., mais aussi avec notre anesthésiste réanimateur. On enfonce une porte ouverte, mais l'hémostase chirurgicale rigoureuse, on l'a vu, c'est essentiel, même s'il peut y avoir une composante aussi biologique. Donc peut-être la checklist, peut-être être vraiment vigilant jusqu'à la fin avec la fermeture, peut-être un deuxième aide ou un deuxième senior avec nous, etc. Pour ce qui est des antiplaquettaires, finalement, je reste un petit peu sur ma faim, parce que plus je cherchais dans PubMed, plus je trouvais un peu tout et son contraire. Probablement qu'on manque d'essais un peu plus robustes et randomisés. Et puis non seulement il ne faut pas qu'ils saignent, mais vraisemblablement il faut que nos malades aient des plaquettes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Erwan. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions?
Tu nous as dit qu'il fallait reprendre 12 heures. Moi, 12 heures, ça me paraît un peu long quand même. Le plus souvent, on va les reprendre avant la fin de la journée, globalement, les patients du jour. Est-ce que vous avez à Rennes des règles sur le volume aussi? Chez nous, on dit qu'à plus d'un litre, généralement, on les reprendra, même si on voit qu'il y a tendance à diminuer. Souvent, avec les chirurgiens, ils sont assez d'accord de retourner faire une toilette pour s'assurer que... Voilà. Oui, on est. Alors ça dépend un peu des terrains. Oui, s'il voilà. nous dit je peux pas réouvrir parce que c'était déjà l'horreur, mais Non. sinon on a assez ce réflexe. Je pense que 90% des malades qui ont saigné plus d'un litre vont être repris. S'ils sont pas repris là, souvent ils sont décaillotés le lendemain, etc. Donc oui, les 12 heures, c'est pas complètement sûr, hein, parce que c'est Thomas Senage le disait aussi, la revue de la littérature que je vous ai montré, dit bon, mais c'est pas, semblerait que ça a du bon sens quand même, de dire que plus on attend, peut-être, plus le malade va s'aggraver, on va monter la noradrée, on va attendre le bloc, c'est du bon sens. Après, est-ce que c'est 12 heures, est-ce que c'est 10 heures, enfin voilà. Si vraiment on a un saignement actif, si on a une arrière-pensée, et qu'on a une salle de libre, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop attendre, je pense. Alexandre ? Un tout petit commentaire. Il y a une chose qui a changé assez récemment, c'est l'utilisation large des tests viscoélastiques, qui a un effet quand même de dire devant un chirurgien, Erwan, tu m'excuses, mais quand le rotem est normal et que ça saigne, c'est plus facile de dire au chirurgien on retourne au bloc opératoire que quand on a toujours un petit 57 de TP et que le chirurgien lui dit tu veux pas faire un PFC ou deux, le temps de voir. Là, le rotem est normal et on file au bloc opératoire et c'est peut-être ce qui accélère un petit peu aussi. Mais ça joue, au contraire, parce que ça nous pousse à dire il y a quelque chose alors. Donc éventuellement, on va retourner voir, on va refaire un tour. Donc c'est vrai quand on trouve que ça saigne encore et que vous nous dites pourtant la biologie elle est plutôt normale. Soit on appelle un ami, soit on refait un tour. Alors que si on n'avait pas eu ça, on l'aurait peut-être fermé quand même. Oui, Olivier ? C'est vraiment une question de béotien, hein. Mais on avait un chirurgien qui est parti à la retraite et qui faisait une hémostase rigoureuse avant de partir en CEC. C'est-à-dire qu'il disait, avant de partir en CEC, j'ai un champ qui est propre, et ensuite je peux y aller. Est-ce que vous avez une expérience ou est-ce que vous avez trouvé des papiers Non, mais il ne faut pas que le malade saigne, ni avant, ni pendant, ni après, donc je suis assez d'accord. Il ne faut pas dire je ferai l'hémostase après avec la protamine, notamment sur le lit des mammaires, etc. Parce qu'en fait, votre malade, il va saigner. Donc votre pompiste, il ne va pas tourner. Il va perdre du niveau. Et comme il ne va pas tourner, il va mettre du blanc. Et vous allez diluer. Et après, vous allez transfuser. Et après, vous allez rentrer. Voilà. Donc, même à l'ouverture, je pense qu'il ne faut pas hésiter à... non, je suis assez d'accord avec votre chirurgien. Je pense que c'est vrai qu'on peut dire, finalement, on est sous héparine, tout ça, je ferai tout ça à la fin. Non, je pense que la prise en compte de l'hémostase avant de partir en CEC, je pense qu'il a raison. Je partage son point de vue, en tout cas. Une autre question, un commentaire, on a un petit peu de temps. Moi, j'avais une question. Nos collègues chirurgiens viennent de changer de stratégie. Ils mettent maintenant des redons. Qu'est-ce que tu en penses Alors, ils les mettent dans le péricarde, ils les mettent dans la plèvre. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Tu fais ça, toi ? Oui. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas si c'est bien. Mais je le fais depuis quelques années. Les avantages que je vois au redon, c'est des avantages, c'est-à-dire ils ont moins mal, clairement, ils ont moins mal. Il y a moins de soins infirmiers. La mobilité. Et l'ablation aussi, c'est moins l'ablation. La mobilité aussi, dans le lit ou quand tu vas au scanner, plutôt qu'avec les pleurs et vagues, tu mets juste 3 petites bouteilles sur le lit. Pour les aides-soignants, les agents, c'est quand même vachement mieux. Après, voilà, je ne sais pas s'il y a un dispositif qui est mieux qu'un autre, là encore. Est-ce qu'il faut traire les drains thoraciques ? Tu sais, on avait voulu faire. C'est pour ça que je te pose la question. C'est des choses simples. C'est ça, le problème des traîtres. On a l'impression qu'on quantifie moins. Pourtant, on nous dit que le vide est bien plus important que sur les pleurévacs. C'est moins 200 ou moins 300. Ça va de moins 150 à moins 300 sur la taille de la bouteille. Donc, mais c'est vrai que quand ça saigne pas trop, ça se passe bien. Ouais, je n'ai aucune donnée. C'est vrai qu'on dit au début, redon, piège à con, il va tamponner ton truc, ça va pas marcher, etc. Finalement, on y est tous passés là depuis 4-5 ans. Donc c'est le mode de drainage par défaut chez vous. Alors pas les plèvres. Les plèvres, pour l'instant, on n'a pas franchi ce cap. Oui, alors on a diminué parce qu'avant on mettait des drains de 32, ensuite on a mis des drains de 30. C'était des pieux. Maintenant on est au drain de 24. Donc peut-être les redons dans les plèvres bientôt. Donc à Clermont-Ferrand, on n'utilise que des redons dans la plèvre, dans le péricarde depuis très longtemps.
avec des dépressions sur les poches qui sont à moins 120. Et il y avait une étude qui a été faite à la Pitié-Salpêtrière chez Pascal Leprince et qui avait montré qu'au global et au total, les patients qui avaient des redons, ils saignaient moins que les patients qui avaient des gros drains tubulaires. Et ça s'explique un peu parce qu'en fait, les petits saignements, les petits suintements, ils sont comprimés par la dépression et ça saigne moins. Et il y a même une technique qui a été développée par M. Blin à Grenoble pour les saignements plus importants, sur des plaies plus importantes, qui n'a jamais vu le jour, mais où il mettait une ventouse pour déprimer et collager. C'est un peu comme traire ou pas traire. On avait voulu faire un PHRIP qui n'avait pas été financé finalement. Mais est-ce qu'il faut traire ou pas traire les drains? C'est des questions de tous les jours, mais on n'a pas la réponse, quoi. Moi, personnellement, j'ai utilisé Redon pendant des années et des années. Et là, j'utilise depuis quelque temps des blecs. Oui. Avec l'idée que comme le drain est cannelé et qu'il aspire sur toute la longueur, la dépression, elle va être répartie encore de façon plus homogène que quand on met un redon dans le pied. Ça, je pense que c'est différence des précise beaux... entre le blec et le redon, c'est qu'il est Donc, le perforé redon, plus long. Non, ça non, le redon, il y a des perforations sur le trajet du drain qui sont espacées pas très tous les centimètres, je ne sais pas exactement. Mais le blec, c'est un drain cannelé. Alors, il est un tout petit peu plus gros que le redon, mais c'est comme... en fait, c'est une croix. D'accord. Et de chaque côté de la croix, il y a des rails. une ligne de drainage. Voilà. Est-ce que vous avez évalué vos résultats Là, moi, pour le moment, c'est subjectif, mais j'ai l'impression que c'est encore moins. Après, il y a un surcoût aussi, hein. Donc il y a un compromis entre l'ergonomie, l'efficacité, le coût. Alors, moi, j'aurais juste un commentaire à faire sur la double anti-agrégation. Quand même, avec le temps, plus ça va, plus il y a quand même les recommandations qui diminuent. Le Plavix, on est passé de 5 jours à 3 jours, notamment avec les recommandations américaines. Pour ce qui est du Brilic, il y a l'étude Rapid Cabbage qui semble montrer que 2-3 jours d'arrêt, ça empêche, enfin ça n'augmente pas le risque de saignement majeur. Donc je pense qu'on va s'habituer petit à petit à opérer des gens avec un arrêt plus raccourci. Quant aux plaquettes, votre conclusion était de dire il faut garder des plaquettes, il faut des plaquettes aux patients. J'ai envie de dire il faut garder les siennes parce qu'on a quand même eu deux études, là une bordelaise, une nantaise, où a priori les patients qui étaient transfusés en plaquettes, il y avait un surrisque infectieux finalement qui semblait apparaître. Alors c'est peut-être qu'un signal diffus, mais entre l'immunisation, peut-être un risque infectieux, finalement les plaquettes c'est bien, mais c'est sûrement les siennes du patient qui sont peut-être meilleures. C'est l'idéal, oui. Merci. Très bien. Écoute, merci encore Erwan. Merci beaucoup.